Oui, nous sommes jeudi, et jeudi, pas n'importe quel, nous sommes jeudi d'Ascension. Eh bien, ce jour marque, on l'a dit, la montée du Christ au ciel devant ses disciples. Eh bien, il a dit, je pars, mais je vous laisse l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. C'est ça, il disait. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Voilà. Bonsoir, pasteur, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va bien, merci. En tout cas, on est très très heureux d'être là ce soir. Il est de coutume à ce moment-là de présenter celui qu'on ne présente plus, mesdames, messieurs. Daouda Coulibaly, Sa Majesté est avec nous. Bonsoir Daouda. Comment ça va? Bonsoir Brice, comment tu vas? Ça va très très bien. Super bien. Ben voilà, c'est ça, on a vu le temps. Sarah, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, très bien. Bonsoir à tous. Ben voilà, tout simplement. Daouda, l'homme qu'on ne présente plus. J'ai une information pour vous pour commencer cette émission. Mais je Elle va pense vous faire que, plaisir. Daouda, laissez-moi terminer. Non, je sais, mais je pense qu'Isabelle devait être là en principe. Oui, elle est où, là? malheureusement, elle est souffrante, Isabelle, et on pense bon? à elle. Oui, vous l'avez vu dans les couloirs, mais bon, elle ne s'est pas très bien sentie, mais on signale que ça va mieux, elle se repose. Donc, voilà. On a préféré la préserver. Voilà. Brice, ne te laisse pas distraire par Daouda, donne-nous l'information. Non, en fait, Brice, on peut partir à l'info du jour. Mais ça, c'est l'info du jour. C'est pas une info du jour. On peut sauter ta révision. Non, pas du tout. C'est toujours ma grande révision. Ce soir, mesdames et messieurs, dans ma grande révision, eh bien, nous évoquons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de tristesse, nous évoquons avec beaucoup de tristesse l'élimination de la SEC. La SEC a été éliminée, battue hier 2-0 par l'USM Alger. USM Alger, voilà. Le nom même ne te laisse plus même. Mais c'est juste que la SEC a été battue 2-0. Daouda, que s'est-il passé pour que nos mimos préférés, adorés, qu'on aime tant, soient ici laminés? Que s'est-il passé, Daouda? En tout cas, bravo aux mimos, bravo à nos enfants, dans la mesure où, même s'ils ont perdu, ils sont tombés les armes à la main à Alger 2-0. Nous, on a perdu en demi-finale 2-0. Il y a des gens qui ont perdu 4 buts à 0 hier. C'est pas nous. Le Real de Madrid, le grand Real de Madrid a perdu 4-0. Nous, on a pris que 2. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Mais le Real était face à Manchester City. Hein. Oui, nous, on était à l'USM Alger. L'USM Alger, que vous avez reçu ici, que vous n'avez pas été on a fait 0-0. Mais en fait, on a un destin commun avec le Real de Madrid, dans la mesure où, au match aller, il y a eu 1-1. Nous, on a fait 0-0. Au match retour, ils nous ont battu 2-0. Le Real a été battu 4-0. On a fait mieux que le Real. Bravo aux enfants. Vous n'avez pas démérité parce que des gens... S'il vous plaît, monsieur Brice, s'il te plaît, au début de la compétition, des gens avaient vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On pensait qu'au premier tour, on allait déjà sortir, mais les enfants sont battus jusqu'à la demi-finale. Bravo les mimos. On a dit que vous n'avez rien rapporté, on a vendu la peau de loup. Actuellement, la peau de loup se trouve sur le marché d'Adjamé. Elle était bien vendue. Non, mais au-delà de l'avoir tué. Non, on est un peu triste quand même. Ouais. Je crois qu'on a des rivalités de supporters, la SEC et l'Africa. Mais on aurait vraiment aimé que la SEC remporte ce trophée-là pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai qu'après, on a nos rivalités internes. Oui, on peut les féliciter pour le parcours quand même. Nous félicitons les mimos pour le parcours. Oui. Moi, toute ma famille est mimo, mais aujourd'hui, là... C'est parce que vous vous moquez de nous, Africains. Nous travaillons à remonter. Nous serons un jour en première division. Vous êtes au port de la première division? Oui, on a une ou deux rencontres. Ouais, vous êtes au port de la première division. Inch'Allah. Ouais. Maintenant, bon, là, comme on le dit, votre destin est entre vos mains. C'est ça. Mais tu sais, Élisée, le problème, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'Africa Sport, même si souvent j'aime les tacler, grâce à l'Africa Sport, les Ivoiriens ont lancé un regard vers la Ligue 2. Ce qu'on ne faisait pas avant. Donc ça veut dire que l'Africa Sport National doit pouvoir y rester encore 1 an ou 2 pour qu'on puisse avoir un regard vers cette Ligue 2-là. Ça ne sert à rien qu'ils viennent en Ligue 1 parce que quand ils vont venir, personne ne va regarder encore la Ligue 1. En tout cas, à ta charge, pas à ta décharge, mais à ta charge, la SEC même pourrait partir en Ligue 2. Non, ça serait beaucoup plus attrayant aussi, je pense. Non. La SEC, il y a des clubs qui sont faits pour la Ligue 1. Y compris l'Africa. Non, l'Africa, c'est Ligue 2. Tchén, ils ont fait le tirage, malheureusement, ils n'ont pas vu leur nom. Sinon, ils étaient bien pour le tchén. Très bien. Très bien. Donc l'USM Alger va rencontrer qui en finale? Ça, vraiment pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. On va dire le Bénin, là. Ils sont partis. J'ai vu l'autre fêta. Si je regarde à côté le Real de Madrid. Voilà, ça c'est... Voilà. Bon. Bravo la Bibo. Bravo la Bibo. Franchement, comme on l'a dit sur le plateau,
n'avez pas démérité. C'est vrai qu'on aurait souhaité que vous puissiez aller plus loin, remporter même le trophée. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça va être une belle expérience. Il faut mettre ça sur le compte de l'expérience. Et faut surtout gagner les matchs à domicile. C'est très important. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, après cette défaite-là, l'enjeu aujourd'hui, c'est de capitaliser sur cette équipe-là qui s'est formée. J'ai vu quand même des jeunes gens qui ont su se battre, qui ont su déjouer les pronostics. Comme le disait Daouda si bien, en entame en tout cas de cette compétition, peu d'Ivoiriens voyaient la SEC aller à ce niveau-là. Quand on sait un peu plus ou moins déjà le niveau de notre championnat, mais les derniers résultats en compétition africaine ces dernières années de la SEC, pour rappel, déjà même, c'est leur élimination de la Champions League qui les a ramenés dans cette Coupe CAF-là. Donc, peu d'Ivoiriens voyaient la SEC à ce niveau-là, mais les enfants ont prouvé qu'avec de la volonté, avec la détermination, on pouvait arriver à un certain niveau. C'est déjà bien. C'est vrai qu'on aurait souhaité voir la SEC en finale, mais comme je le dis très souvent, les défaites doivent pouvoir préparer des victoires à venir. Donc, c'est aux dirigeants de la SEC et aux joueurs de capitaliser vraiment sur ces valeurs qui ont été fédérées tout au long de cette compétition pour pouvoir rebondir afin que demain, ils aient de meilleurs résultats et qu'on voie la SEC, pourquoi pas sur le toit de l'Afrique, comme cela s'est fait il y a quelques années en arrière. Oui. Merci beaucoup, Élisée. Voilà, on va faire le tour sur cette question-là. Tout à l'heure, au cours de cette émission, en tout cas juste après le JT, notre invité pour l'entretien du Grand Talk sera M. Doga Kofo-Sévérin. Il est président directeur général de KDS Transport. On en parlait tout à l'heure, enfin on en parlait hier, des audits des sociétés d'investissement dans le transport. Eh bien, le PDG de KDS, une des sociétés indexées, sera sur notre plateau pour nous donner en tout cas sa part d'explication ou de vérité. On en saura un peu plus si vous restez connectés, si vous restez fidèles à ce rendez-vous-là. Bon, entre-temps, Daouda, trouble à la tranquillité du voisinage, des amendes sont connues depuis un moment. Sur les réseaux sociaux circulent justement ces flashs-là qui nous rappellent un tout petit peu des pans de notre législation. Et il est dit quiconque cause des troubles à la tranquillité du voisinage est puni d'une amende allant de, vous avez dit, de 50 000 à 1 million de francs CFA. Je pense que, moi, ça me fait déjà plaisir, mais bon, en fait, c'est un décret qui existe depuis 2016. Ouais. Le décret, c'est le numéro 2016-791 du 12 octobre 2016 portant réglementation des émissions de bruit et de voisinage. En réalité, ça fait partie des infractions du code pénal qui sont inscrites dans le code de l'environnement, en fait. Donc, chacun de nous, cette loi, elle existe, mais est-ce qu'elle est vraiment connue? Je pense que le média, notre confrère d'Abidjan.net, en faisant sortir ces informations-là, ça attire l'attention des uns et des autres sur certains petits trucs de la vie auxquels on ne fait pas réellement attention. Tu dors chez toi à la maison, il y a quelqu'un qui a son maquis en train de faire son show tranquillement, l'anniversaire, une église, une mosquée, un mariage, on bloque les rues. C'est des choses, on ne fait pas attention, mais ça nuit gravement à la santé physique et mentale de certaines personnes. C'est une très bonne Sarah, je vous écoute sur la question. Oui, je pense que c'est aussi une question de civisme. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont plus de 40 ans, je pense que ce sera une très bonne nouvelle. J'ai une petite... on se pose aussi la question peut-être depuis quand date cette loi. D'après ce que je crois, elle date de décembre 2022. Maintenant, peut-être qu'elle est applicable depuis plus récemment. Mais en tout cas, pour partager rapidement avec vous une petite anecdote, moi j'avais emménagé dans un appartement, j'avais un voisin juste en face de moi qui venait d'arriver, donc il a fait des travaux. Je me suis dit, bon, c'était extrêmement bruyant. Je me dis, ça va peut-être durer 1 mois ou 2. Ça a duré 2 ans. 2 ans. Et puis au bout les travaux ont duré 2 ans. Les travaux ont duré 2 ans. Je me dis, c'est pas possible. Voilà, il doit refaire les. Enfin, je n'ai vraiment pas compris. Je me dis, à l'intérieur, ça doit être le château de Versailles, je ne sais pas. Mais j'ai été très très patiente. Et puis après les 2 ans, il a déménagé. J'étais vraiment désespérée parce que forcément, il y avait un nouveau voisin qui allait arriver également. Et j'aurais aimé, à cette époque, savoir qu'il y avait une loi pareille. En tout cas, sachez, chers voisins, chères personnes qui ont souffert comme moi, qu'aujourd'hui, vous êtes protégés par cette loi. Et c'est très bien. Mais je pense que la loi... Elle existe depuis 2016. Depuis 2016. Mais en vrai, il y a 2 options. La première option, c'est que, on en parlait sur le plateau hier, il y a des personnes qui ne font pas les choses en sachant que ces choses-là peuvent être punies. Loi, ouais. Voilà, c'est puni par la loi. Ouais. Donc un gars sort, il s'arrête, il fait pipi dans la rue, il soulage un besoin, il ne sait pas qu'il est sous le coup d'une loi. Bon, après, il y en a qui le savent. Mais régulièrement, c'est difficile de savoir quelque chose. Après,
aujourd'hui, il est important de savoir, pour ceux qui sont dans la nuisance sonore, de savoir que cette loi, elle existe. Il y a de nombreuses lois comme ça, Élisée en parlait, peut-être parce qu'elles ne sont pas totalement appliquées. Parce que je n'ai pas de mémoire qu'il y ait quelqu'un qui a été emprisonné, ou bien, en général, la mairie arrive, il y a une tentative de conciliation, les voisins se plaignent, baissent un peu la musique et tout ça. Mais bon, dans l'application de cette loi ou de ces lois-là, en général, je ne suis pas très sûr que les gens sévissent beaucoup. Non, on sévit parce que généralement, quand il y a nuisance sonore et qu'il y a une plainte, il y a une plainte, effectivement. Ce qui est fait, c'est que les services compétents viennent pour confisquer le matériel qui émet ce bruit-là. En fait. Mais là, la loi n'a jamais parlé de confiscation. On a dit... Non, ça y est dans la loi. Non, ça y est dans la loi de 2016, en fait. Ça y est dans la loi. Juste qu'on a sorti juste une partie de cette loi-là. Donc, le cas échéant, on prend le matériel, on saisit tout et on va avec. Mais avant cela, on envoie d'abord, les autorités compétentes envoient une mise en demeure à la personne qui émet ce bruit-là. Si vous êtes récalcitrant, récidiviste, et réfractaire, on vous prend le matériel. Mais aujourd'hui, moi je dis, allons au-delà de tout ça. Le véritable problème, ce qui pose problème évidemment, c'est que dans nos sociétés, on n'a pas la culture de porter plainte contre les nuisances sonores. Oui, c'est vrai. Parce qu'en général, c'est fait par le voisinage, des gens qu'on connaît, qu'on fréquente, dont on connaît les enfants. Qui est devenu mon ami d'ailleurs. Voilà, au passage. Voilà, donc, et comme tu es chez toi, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui passe, qui pile du foutou à 21h, à 22h. C'est horrible. J'avoue que c'est gênant. Tu te dis, par compassion, le gars, il doit manger, tout et tout. Mais lui aussi, il doit pouvoir penser que, bon, j'ai un voisin qui est en bas, qui a besoin de se reposer. C'est important aussi. Non, mais il y a deux choses. Hein. Aujourd'hui, je cite beaucoup de choses. Le premier point, c'est le point, par exemple, de Sarah. Les travaux. Il y a des heures pour faire des travaux. Oui. Le gars, il est chez lui, parce qu'il a sa perceuse, à n'importe quelle heure, il se rend compte qu'il y a un tableau donc il peut percer. Donc, il y a des heures. Oui. Après, pour le foutou, par exemple, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire, le voisin, lui, l'estime que c'est un besoin vital, donc qu'on pile son foutu. Et que le voisin d'en bas, un jour, il pile son foutu aussi. Donc je crois que, et si on ne lui dit pas, moi pour moi c'est important l'information, la sensibilisation. Il faut qu'on aille voir les gens pour leur dire, ce que vous faites n'est pas normal. C'est ça. Mais tu sais, oui, parce qu'ils ne sont pas au courant. Oui, pardon, Élisée, s'il te plaît. Dernièrement, j'étais à mon immeuble, je pense qu'il est parti la fois avec toi. Oui. Mais de 7h à midi, il y a un gars qui faisait plein de prédications. Dieu vous aime, Dieu vous adore, Dieu vous ici. Le prédicateur de ton quartier, là, c'est ça? Oui, mais j'étais tellement exténué. À un moment donné, je suis descendu. Je suis allé voir l'évangéliste et lui a dit, mon frère, je sais que Jésus nous aime. Mais Jésus, je suis sûr que Jésus, il pensait aux autres parce qu'on travaille toute la semaine, on a besoin de se reposer. À un moment donné, tu peux faire 1 heure, et puis c'est bon. Il y a ton église qui est quelque part, on va te rejoindre. Mais il ne faut pas élire domicile, ton église ne peut pas se porter sous ma fenêtre. Mais finalement, après, gentiment, le monsieur, il est venu, il est repassé, il est venu chez moi, me demander pardon. Ça m'a touché. Depuis ce jour, il n'a plus refait. Et ça, vraiment, ça m'a touché. Mais s'il revenait, on allait se retrouver au 40e. Ça, c'est sûr. Bon, déjà, moi, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale que les uns et les autres doivent retenir. Comme le dit si bien l'adage, hein, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut que tout un chacun comprenne ça. Que là où ta liberté s'arrête, commence celle des autres. Ouais. Voilà. J'ai dit la dernière fois sur le plateau ici, tu as loué ton appartement, tu n'as pas loué l'immeuble. Exactement. Voilà. Donc, ce que tu peux faire dans ton appartement te concerne. Mais dès l'instant que ça a des répercussions négatives sur le voisinage, mais c'est leur droit de dire que tu arrêtes. Moi, comme je l'expliquais ici hier sur le plateau, il y a des questions de bon sens en fait et de savoir-vivre. Et d'éducation. C'est ce que j'ai dit, d'éducation, de bon sens et de savoir-vivre. Oui. Vous ne pouvez pas être dans un milieu et puis faire fi du ressentiment ou du sentiment que les uns et les autres peuvent avoir. Ce n'est pas possible. En ce moment où vous décidez de vivre en autarcie et puis vous partez vous isoler dans un endroit où vous êtes seul, mais si vous êtes en société, la société a des règles. Donc on ne peut pas se lever, faire tout et n'importe quoi au prétexte de non, je suis libre. Mais tu n'es pas libre, il ne faut pas confondre la liberté et le libertinage. Une société est encadrée par des lois. La preuve, voici la loi sur la nuisance sonore qui sort. Il y a certains qui disaient, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. La cité est régie. Et ça, c'est important. Il y a les klaxons. C'est vraiment important. Aussi. Même toujours revenant sur même les lieux de culte. Vous n'allez pas dormir. Même les lieux de culte, parce que souvent on prend ce prétexte-là, non, on veut adorer Dieu, on veut faire ceci, ou bien on est en train de faire, que ce soit les religions chrétiennes, ou bien que ce soit même les religions musulmanes. Mais attendez, moi je pense que la première vocation même de l'évangile, c'est d'apporter un repos.
c'est d'apporter un apaisement, c'est d'apporter une certaine quiétude. Mais si la propagation de l'évangile que tu dois donner, ou bien ce que tu dois annoncer comme parole de Dieu, doit agacer, doit ramener des gens à se renfermer sur eux-mêmes et même à être de mauvaise humeur ou bien être dans l'animosité, il y a quelque chose à revoir. Donc, quelque part aussi, il faut qu'on comprenne ces choses-là et qu'on se dise que parce que la meilleure façon d'amener quelqu'un vers sa religion, c'est déjà dans un premier temps que la religion le séduise. Il faut dire qu'à un moment donné, que la personne soit contente de venir. Mais si, comme Daouda, la personne même à la base est déjà très fâchée, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il y a déjà cailloux dans... Non, mais je veux dire, au-delà de tout ce que Élisée dit, pour parler même de mais qui sont le bon sens aussi moi-même, mes frères musulmans, mais le vendredi, on est sur un plateau, il faut dire les choses clairement. C'est ça. On décide de bloquer toute une rue sans demander une autorisation préalable à la municipalité. On bloque la rue. Ça se fait encore? Ça se fait encore comme ça, sans autorisation? Oui, sans autorisation. Oui, ça se fait encore. Je peux attester que ça se fait Ça se fait encore. Sans autorisation? Sans autorisation. Parce que même quand on doit aller prier Dieu et son prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, sincèrement, prenez la peine d'aller demander une simple autorisation à la mairie qui va à son tour informer la municipalité, les riverains pour dire les vendredis de 13h à telle heure, les gens vont prier ici. On prend nos dispositions, on ne passe pas là. Mais le gars qui ne sait pas que le vendredi on doit prier là, il vient dans la rue, tout pressé, il ne peut plus passer. Et quand on sait les bouchons qu'on subit actuellement à Abidjan du fait de nombreux travaux qui ont été engagés par le gouvernement, finalement on s'en sort comment? Mais après, il y a aussi surtout la connaissance du fait qu'il y a des quartiers où il y a des zones qui sont résidentielles, il y a des zones qui sont des zones industrielles, il y a des zones commerciales. Donc quand vous avez à la base, et ça c'est important justement, quand vous avez à la base loué un domicile ou bien un appartement dans une zone résidentielle, ce n'est pas pour y mener une activité commerciale. C'est-à-dire à la base, le gars il vient habiter là, et demain ça devient maquis. Avec des voitures qui garent, avec des clients indélicats qui font pipi. Mais ça, c'est récurrent à Abidjan. Vous voyez les immeubles là. Enfin, vous les voyez caves juste en en bas, haut, oui. voilà, en haut, c'est des appartements, mais juste en bas là, c'est des bars, c'est des caves, c'est des maquis alignés là. Or, vous savez que justement, ce genre d'activité là, la plupart du temps, cohabite avec des actes délictueux de certaines personnes. Donc, vous mettez même tous les habitants en difficulté, en danger. Oui. Donc, à un moment... Bah oui, en danger, parce que vous avez des enfants qui sont désormais maintenant en contact avec l'alcool. C'est là encore qu'on va trouver que je suis... on va trouver encore que je fais encore des sermons, mais c'est là encore que je plains en réalité nos autorités municipales et nos autorités locales sur certaines situations. Mais ce n'est pas possible. Ça veut dire, c'est pas au nom du gain, de l'appât financier qu'on va exposer la vie des gens. Non, mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Soit on décide de faire de cet endroit un endroit d'habitation, et cet endroit un endroit de commerce, ou bien on décide d'en faire un foutoir. Et puis bon, là, nous, on prend nos responsabilités, nous, en tant que riverains, en tant qu'habitants, mais on ne peut pas créer des cohabitations qui n'en valent pas la peine. Donc, à ce niveau-là aussi, il faut que les pouvoirs publics, notamment surtout les municipalités, parce qu'on ne va pas demander quand même à un ministre de quitter son siège dans sa Côte d'Ivoire pour venir régler un problème comme ça. Les premiers responsables des communes et des cités, c'est déjà la municipalité. Il faut que les agents municipaux soient vraiment en alerte sur cette question-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce point, parce que je donne l'exemple d'un quartier résidentiel où il y a plusieurs immeubles. Voilà, c'est un quartier résidentiel qui est censé être calme, il n'y a pas de commerce ni rien du tout. En plein milieu, il y a une sorte de terrain assez vaste. Et très souvent, on voit des mariages qui s'organisent le samedi soir à cet endroit-là, alors que tout autour, il y a une dizaine de résidences. Et le soir, c'est plus possible de dormir. Vous imaginez qu'un mariage, c'est quand même assez bruyant. Non, là, par contre, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Attends qu'elle finisse. Je veux dire, il y a des endroits où tu peux organiser un mariage fermé ou ouvert, mais en plein milieu d'une résidence, en plein milieu d'un quartier résidentiel, sachant que les gens sont censés quand même dormir le samedi soir. Il y a des bébés, il y a des gens avec des familles et des enfants. Dans la nuit, et le mariage commence pendant un moment, c'était chaque samedi pendant 3-4 mois. Les mariages commencent vers 21h, 22h et se terminent à 4-5h du matin. Donc, qui donne ces autorisations? Je suppose que les gens ne vont pas venir. Tout à l'heure, on évoquait la question culturelle, la question sociale, sociologique et sociétale. 4-5 mariages, ça veut dire qu'il y a un de chaque voisin qui s'est marié. Maintenant, l'idée, généralement... Donc, le quartier fait des conventions pour dire, bon, écoutez... Ça, c'est une question de bon sens, comme disait Élisée. Oui. Si tu sais que tu es dans une cité, il y a de l'espace pour se marier,
Non, c'est pas un espace pour se marier, c'est un terrain de foot à la base. Mais c'est sur le terrain de foot qu'on fait les mariages, les funérailles. Ici. Oui. Voilà. C'est sur le terrain de foot qu'on fait les mariages. Mais on parle de funérailles. si on a une loi Donc, sur la nuisance mais sonore, je ça ne fait pense- pas de sens. Je pense que généralement, pour Mais pouvoir gérer ça part d'une convention. ces difficultés, C'est ça. quand tu veux faire ce mariage, c'est juste d'aller voir ton voisin. De telle heure à telle heure, on va vraiment faire du bruit. Si tu dois prendre tes boules qui est pour te calmer, tout et tout, tu le prends. Oui, mais, Mais puis les Non. voisins acceptent en se disant un jour, eux aussi. Je vais faire pour moi. oui, Daouda, Voilà. les Mais là, voisins c'est peuvent, des les voisins peuvent immeubles. accepter, mais il faut rester dans les normes de l'acceptable bruit, en aussi. fait, oui. Voilà, parce que c'est pas parce que les voisins ont dit, OK, c'est naturel, c'est une manière pour nous de contribuer quand même au bonheur de notre voisin, que tu vas aller mettre des décibels qui viennent animer Mais un la stade, première quand chose, même. ma pointe lui dit, la première chose, c'est le niveau de décibels. Oui. Donc, on est d'accord, mais le gars qui te non, fait c'est venir fort. une sono pour... Dis d'un pour- concert au palais de la au palais de la culture ou un stade. pour un anniversaire ou bien pour un mariage, mais Non, mon c'est, frère, arrivé un moment en tout cas, où ça on va m'a se jamais Et passer. quel genre de demandé, musique vas-y. il joue Après, il faut qu'on en parle quand même. On va évoquer rapidement le deuxième point de notre... Et celui-là concerne le FPI-RHDP, un partenariat FPI-RHDP. On parle d'une difficile adhésion des militants dans le Moronou. Même eux, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas bien. Daouda. Non, ce n'est pas une question de... Quand on parle de difficile adhésion, déjà le président Pascal Afin-Guessan avait dit on a fait un partenariat pour la paix, pour la cohésion sociale, justement. Mais ça ne veut pas dire que c'est une alliance ou c'est une fusion. Les régions où on sera en difficulté, nous deux, on pourra se mettre ensemble. Mais dans le Moronou, j'avoue que Afi, il est posé, il est assis. C'est le gars qui a été maire dans cette région sous les Oufoué-Boigny. Depuis ce moment, aujourd'hui, il est le président du conseil régional. Mais pourquoi voulez-vous qu'il discute ça avec quelqu'un? Il n'y a pas de débat en la matière. Oui, mais après ce partenariat, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Moi, je dis, Élysée, qui est président d'un parti, et Daouda, qui est président d'un autre parti, décide de faire, par exemple, une alliance, une fusion, tout ce que vous voulez, vous utilisez le thème qui va avec. Mais est-ce que dans l'esprit des populations, il y a un certain nombre de... c'est comme- Maître Roger Ognien peut aller saluer Simplice, ça le regarde, mais il y a des supporters de la secte qui sont fanatiques au Oui, point mais- de ne jamais... Oui, justement, accepter. justement ce que tu poses là, Brice, c'est la problématique du fossé qui existe très souvent entre les acteurs, les leaders politiques et leurs militants. Quand vous prenez un certain nombre de décisions ou quand vous vous mettez ensemble sur des accords, mais la logique voudrait que ces informations-là soient répercutées auprès des populations pour qu'elles comprennent aujourd'hui les enjeux. Comment ça Mais est-ce que fonctionne? réellement c'est ce qui est fait? Parce que là, quand tu écoutes, ce n'est pas le parti qui se plaint, mais c'est les militants. Parce que justement, le député de Bongouanou, qui est le candidat, par ailleurs, c'est secrétaire départemental du RHDP, donc qui est le candidat à Bongouanou, coparraine une activité avec le président Afin Guessan pour quelle cérémonie d'ailleurs, une cérémonie même d'intronisation du président des jeunes d'un village. Donc les militants trouvent que non, mais lui n'a pas à aller coparrainer avec. Pourquoi? Mais en réalité, quand vous regardez ça, ça n'a rien de politique. Ça dit que le député et que le président du conseil régional viennent coparrainer, bien qu'ils soient de partis différents, viennent coparrainer l'intronisation d'un jeune qui est censé être un natif de la région, mais il n'y a même pas de, Il y a pas de politique. débat, Il n'y a pas de politique. Mais les militants se plaignent pourquoi, justement? Parce qu'ils n'ont pas bien compris. Parce qu'ils ne sont pas informés. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ne sont pas formés, en plus d'être informés. Donc, c'est là même que ça pose vraiment la problématique de ce que nos leaders prennent souvent, les leaders politiques prennent souvent des décisions, mais qui sont mal répercutées auprès des populations. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir à Abidjan, être dans un bureau politique, prendre des décisions, et puis demain, on est assis à Abidjan, on fanfaronne à Abidjan, mais ceux qui sont à l'intérieur, vers qui logiquement on devait partir pour leur dire, bon, voilà les enjeux De des nos actes qu'on a partenariats. posés ou bien des À la partenariats limite, qu'on a qu'est-ce que posés. vous Et ils en ne sont pas pensez informés. même prendre l'avis de ces militants-là Mais aussi en même temps. c'est le vrai problème qui est là, justement. Sinon, en réalité, ça, il n'y a pas de débat. Moi, je ne vois même pas, il n'y a même pas de débat en réalité. là. On se dit, on va aller introniser Brice dans son village, le roi de tout. Élysée et moi, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui nous suivent, ils estiment qu'il y a Non, mais problème. on ne peut pas faire venir Daouda et Élysée. Voilà, en même temps, oh, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. C'est bon, il faut expliquer les choses aux gens. Très bien. Voici Quand une c'est les version. choses, quand c'est bien expliqué, sincèrement, Mais en même c'est temps pas aussi, censé. mais en même temps aussi, Brice, je crois que, aussi bien pour les militants, mais que pour nous-mêmes, jusque-là, on a besoin vraiment d'être, je dirais, éclairés dans les moindres détails sur ce partenariat qui existe entre le FPI et puis le RHDP. Mais il y a quoi de pas clair dedans? Non, il y a nécessité d'éclairage sur la question. Voilà, il y a nécessité d'éclairage. Parce que, bon, on dit partenariat, mais comme je pourrais le dire... On aurait pu dire que c'est partenariat pour sauver la paix, une alliance, c'est ça, c'est beaucoup Daouda? d'autres choses. Oui, un partenariat parce que quand on le veut, Élysée, je te laisse terminer. Au-delà des velléités électoralistes, ils disent que c'est déjà un partenariat de bon sens. Un partenariat pour aller à la paix, voilà, pour la paix. réconciliation, Nous, pour on sait beaucoup que de c'est- choses. nous, on sait que de c'est bons là. procédés. Tout ça, voilà. Qu'on le veuille ou non, je pense Il y a même des partis qui refusent aujourd'hui- d'aller aux élections juste pour Exactement. préserver la paix. Donc là, Aujourd'hui, c'est si vous important. le voulez, que vous le vouliez ou pas, sincèrement,
tout ça, toutes ces alliances ou ces partenariats qui sont en train de se mettre en place, c'est en prélude à 2025. Parce que chaque homme politique veut préserver un certain acquis. Quand on le veuille, Afi, les gens ont refusé de lui après les élections de 2020. Le PDC n'a pas voulu faire d'alliance avec lui, ils ont préféré aller avec l'UDS. Donc finalement, s'il reste seul dans son coin, mais il s'isole et il se perd. Mais quand on le veut aussi, le président Ouattara aussi a besoin d'allier aussi auprès de lui pour aller à ces élections. C'est ça aussi qui est important. Je pense que chacun joue quelque part sa survie politique jusqu'en 2025. Oui, je ne m'oppose pas à ça, mais on demande juste que... Voilà, on se pose pas, on n'est pas opposé à ça, ou du moins on n'est pas contre ce fait-là. Mais comme je le dis, on a besoin de clarification sur ce partenariat à un certain niveau. C'est vrai qu'on a dit que c'est un partenariat d'accord dans le cadre de la paix et de la réconciliation, mais c'est quoi que ça englobe en réalité? Ça se matérialise comment sur le terrain? Ça se matérialise simplement sur le terrain que dans certaines régions, notamment comme à Cocody ici, où le FPI de Pascal Affi-N'Guessan a un candidat, oui. Et le RHGP a un candidat du nom d'Éric Tabat. Oui. Mais si ça ne va pas, on se met ensemble pour aller contre l'autre. D'accord, voilà. Mais alors c'est une interprétation, j'avoue. J'avoue que c'est une interprétation estampillée Daouda. Non, ça n'a rien à voir. Quand vous dites ça ne va pas. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan l'a clairement dit. Il dit des régions, il a dit dans des régions où nos intérêts vont se rejoindre, on se met ensemble pour aller contre l'autre. Mais l'exemple que vous prenez, en quoi est-ce que leurs intérêts se rejoignent? Parce que l'autre est candidat, ce n'est pas parce que, si tu te rappelles très bien, en son temps, le PDCI et le RHGP ont fait, étaient en alliance. Si vous vous rappelez, le Premier ministre même a été voté dans la région de la Mai en tant que PDCI RHGP. Comment on appelle ça? Dans la Nawa, c'était la même chose aussi pour l'ancien ministre, dont j'oublie le nom, c'est PDCI RHGP. C'était une alliance. Mais c'est au nom de... Ça ne veut pas dire que les deux n'avaient pas de candidats. Mais à un moment donné, ils ont décidé de se mettre ensemble. On va PDCI RHGP. Sauf qu'ils ont dit que ce n'est pas une alliance, ça s'appelle un partenariat pour l'instant. Mais bon, c'est dans les fichiers de la CEI, c'est PDCI RHGP. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Voilà. Mais là, on dit, dans le cas d'espèce, le FPI et le RHDP sont pour l'instant en partenariat. Ça rend 15 secondes, ils sont dans le générique. Oui, non, mais parfaitement. L'alliance, ce qu'elle signifie, c'est que quand un parti se présente, l'autre ne se présente pas. C'est ça même l'objet d'une alliance. Après, un partenariat, on peut le voir différemment, mais je suis d'accord avec Élisée, on a besoin de clarification parce qu'on utilise un terme qui n'est pas approprié là, je pense. Vous n'avez pas compris, Daouda lui a compris. Et c'est tout ça la Côte d'Ivoire. Juste derrière une courte pause, ce sera l'entretien du talk en compagnie de M. Doga Kofo-Sévérin, président directeur général de KDS Transport. On parlera justement de cette audit des sociétés d'investissement dans le domaine du transport. Il est PDG de KDS Holding et il va dire sa part de vérité. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci et bravo à Isabelle Vauvoir. Vous regardez le Grand Talk et nous sommes en compagnie de Sarah, de Daouda et d'Élisée Boloubeu qui me font l'honneur de leur présence autour de cette table ce soir. Et nous avons rejoint pour l'entretien du Grand Talk notre invité, M. Doga Kofo-Sévérin. Je le disais, vous êtes au président directeur général de KDS Holding, KDS Transport. Bonsoir, M. Doga, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur, je vais très bien. Alors, votre société fait partie de celles qui ont été indexées dans ce qu'on va appeler la crise des sociétés de taxi. Enfin, je dis ça comme ça pour prendre un raccourci. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Bon, d'abord, nous saluons la décision du comité d'éveil, la décision finale qui, par la grâce de Dieu, nous a donné ou a montré que nous sommes régulièrement constitués. Et ici, l'État, à travers le comité d'éveil, nous reproche de faire une collecte de l'épargne. Je pense à travers la décision. Donc, à demander à ce que l'activité de souscription au taxi soit totalement arrêtée. D'accord, il faut parler un peu plus fort, s'il vous plaît, M. Doga. Soit totalement arrêtée. D'accord. Donc, voilà un peu ce qu'on vous reproche. Élisée Boloubeu. D'accord. Là, vous dites qu'on vous reproche un appel à épargne publique, ce que le gouvernement reproche. Mais vous-même, intimement, est-ce que vous pensez que ce reproche est objectif? Bon, on ne peut pas aller en contradiction avec l'État. C'est-à-dire que l'État a fait une analyse. Et si notre modèle d'activité, et l'État a réalisé que ce modèle n'épouse pas le système économique qui existe. Donc, a fait une conclusion. Nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons que nous convenir à ce que l'État a dit ou décidé
à travers vraiment son Mais communiqué. aujourd'hui, avec ce que l'État vous dit, puisque vous vous en tenez à ce que ce comité-là a dit, il y a des gens qui ont souscrit auprès de vous. Oui. Comment on fait avec ces personnes-là pour qu'ils puissent rentrer en possession de leur... D'accord, je vous promets, Daouda, on va garder cette question-là qui est in fine. Hein. Mais vous parlez tout à l'heure de votre modèle économique. On va un peu en parler. Ce modèle-là, quel est-il? Comment il fonctionne? Les gens viennent, ils contactent votre structure, vous leur proposez. Expliquez-nous un tout petit peu ce modèle-là, s'il vous plaît. Bon, au fait, nous, à KDS Transport, nous avons mis en place un modèle économique qui est qui est basé d'abord sur le commerce. Nous vendons des véhicules équipés de taxis à travers des partenariats qu'on a établis. Il y a plusieurs types de partenariats. Il y a le partenariat où le partenaire vient, il paye le véhicule, et comme il n'a pas l'agrément pour gérer ou faire le taxi compteur, exercer cette activité de taxi compteur, il vous la confie. Il nous confie le véhicule pour que les recettes de ce véhicule-là, on se les partage. Donc, c'est ça qu'on appelait la gestion de flotte, c'est ça? Ça, c'est la gestion. Ça, c'est une offre qu'on a créée. Très bien, ok. Des partenariats qu'on appelle offre non intermédiaire. Très bien. Cette offre non intermédiaire, ici, tel que je l'ai expliqué, n'importe qui, c'est-à-dire celui qui a un véhicule, qui veut, soit il paye avec nous, ou bien il a un véhicule, il nous donne de gérer le véhicule, mais généralement, nous prenons des véhicules neufs. Donc, le véhicule, nous, on l'équipe des taxis. Et comme nous avons l'agrément pour exercer l'activité de taxi, et on le met en circulation, le véhicule génère des revenus. Et c'est ces revenus-là qu'on partage. Comme nous sommes une société, par exemple, un véhicule peut générer 750 000. Il y a 150 000 qui sont affectés aux chauffeurs et il y a 150 000 qui sont affectés à la société qui... Non, à certaines éventualités auxquelles le véhicule peut être confronté. Des accidents, des pannes. Les pannes, l'établissement des documents ou des pièces afférentes au véhicule, le paiement des assurances, etc., etc. Et les 450 000, c'est ça qu'on se partage avec le partenaire. Quand vous dites 750 000, c'est par mois? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. 450 000 francs, c'est par mois. Les 750 000 euros. Et c'est sur 12 750 000 mois, francs, c'est par mois. C'est sur combien de temps que le... Bon, on a décidé d'étendre ça sur 36 mois parce qu'on estime que le véhicule est sur une garantie de 3 ans. Mais du coup, quand on multiplie ces mensualités qui sont quand même importantes, juste sur 12 mois, même pas sans aller jusqu'à 36 mois, on dépasse le coût initial. Par exemple, j'ai regardé rapidement une vidéo sur les offres. Vous avez plusieurs types d'offres et sur celle à 5 millions, par exemple, vous offrez des mensualités de 250 000, quelque chose comme ça. Quand on multiplie ce montant, je veux dire, c'est quand même énorme, le type de mensualité qu'on reçoit sur du court terme. C'est-à-dire, le RSI, le retour sur investissement, c'est un peu énorme en fait. Voilà. Non, en fait, le retour sur investissement est énorme, mais nous, on ne s'appuie pas sur le système de fonctionnement des pourcentages, des bourses, etc. Nous, c'est pratique. Le véhicule génère, tel que je l'ai dit, 750 000. 150 000 francs sont affectés aux chauffeurs, 150 000 francs pour les éventualités de réparation, d'entretien des véhicules et établissement des pièces. Il y a un pourcentage que vous retenez aussi. Et les 450 000 francs, pour celui, par exemple, à qui ou bien qui a payé le véhicule, dont nous sommes les gérants, on lui octroie, sur les 450 000 francs, 350 000 francs. Mais cela aussi vous a été reproché par le comité, notamment M. Assaouré, qui dit que les retours sur investissement proposés sont de plus en plus importants, ce qui a tendance à attirer d'autres. C'est un peu comme en fait de l'hameçonnage par, comment on appelle ça, par le système de RSI, qui fait que beaucoup de personnes viennent. Oui, bien, à travers cette activité, il faut reconnaître que nous, c'est le commerce. Nous, on vend. Nous, c'est le commerce, mais qui s'est fait à travers des stratégies commerciales. Par exemple, dans le cadre, pardonnez-moi, M. Doga, dans le cadre de votre première offre, combien de véhicules, on partit un peu sur les chiffres, combien de véhicules, par exemple, vous aviez dans votre flotte, vous gériez, par exemple, combien de véhicules? Parce que je suppose que ce modèle-là, ce n'est pas celui qu'on vous reproche, en vrai. En fait, nous avons dans notre flotte environ 1000 et quelques véhicules.
Les véhicules sont payés par convention notariée. Je peux vous présenter quelques conventions notariées. Ça, c'est l'une des conventions, des deuxièmes conventions. Là, on a payé 700 véhicules, convention notariée. Okay. Et ça, c'est la dernière convention. Ça date de l'an 2023, le 22 mars. Là, il s'agit de 1000 voitures que nous avons établies avec CFAO comme convention, dont la CFAO est en train de livrer 600 véhicules. Donc, nous avons pratiquement 1300 et quelques véhicules qui sont en circulation, taxis. Or, ce n'est pas que du taxi que nous faisons, ce qui donne un emploi de pratiquement 3000 personnes. Mais généralement, on a vu aussi que quand l'État a parlé de suspension, certaines sociétés de VTC ont dit qu'ils allaient soit reporter le paiement de certains souscripteurs, ou bien même on ne peut pas payer maintenant. Quand on regarde aujourd'hui le fait que ça a été arrêté, comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Si le modèle économique est si bon, est-ce qu'on peut toujours continuer à payer le fait que ça a été arrêté? Effectivement, c'est pourquoi il faut rassurer nos partenaires pour dire que nous avons des moyens suffisants pour répondre à nos engagements vis-à-vis d'eux. Parce qu'à la base, dans nos partenariats, le partenariat d'ailleurs est basé sur l'exploitation du taxi. Et c'est les revenus du taxi là qu'on se partage. Voilà. Donc, les taxis sont toujours là. Les taxis sont en circulation. Donc, à ce niveau, c'est de réorganiser la trésorerie et puis répondre maintenant ou bien respecter les clauses du partenariat qu'on a établi avec eux. Mais vu que maintenant c'est arrêté et qu'il n'y a plus de nouveaux souscripteurs, est-ce que vous pouvez toujours continuer de payer ces souscripteurs à temps? Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on reproche le fait qu'il n'y ait pas de garantie pour les personnes qui ont investi leurs fonds dans ce type de modèle. Est-ce que ça vous concerne aujourd'hui? Bon, ça c'est la mesure de l'État. En effet, aussi, tel que je l'ai dit, respecter ce que l'État a décidé. Mais la loi cette mesure n'est pas rétroactive. Voilà. Ça veut dire qu'elle ne va pas contre les conventions antérieures qu'on a établies avec les partenaires. Donc, nous, on se doit, à travers ces conventions, d'honorer nos engagements vis-à-vis d'eux à travers les paiements. Alors justement, que nous sommes en train de le faire, réussir à le faire justement, permettrait de rendre les plus sceptiques, de les rendre un peu moins. D'autant plus que certains imaginent que ce sont les, vous savez, le principe ce sont les nouveaux entrants qui payent pour ceux qui existent déjà. Donc justement, c'est pour ça que les gens sont un peu inquiets en vous disant, si on interdit à des nouveaux d'entrer, comment vous allez faire pour payer ceux qui sont là? Mais là, vous nous rassurez qu'aujourd'hui, vous pouvez clairement, au regard de l'activité qui est en cours, vous êtes en mesure de pouvoir, après une organisation de trésorerie, de pouvoir payer ceux qui existent. C'est ça. Très bien. Mais vous les payez, est-ce qu'ils pourront avoir les véhicules, comme c'est stipulé dans certains contrats? Oui, dans certains contrats, il y a des contrats où les véhicules reviennent. Au terme, on leur donne les véhicules. On leur donnera les véhicules. Ceux à qui les contrats ne reviennent pas, on va s'arranger de sorte à ce que la base sur laquelle nous sommes partis soit respectée et que nos rapports ne soient pas traduits à des fins qu'on n'avait pas envisagées. Moi, j'aimerais juste revenir sur l'appel à l'épargne publique. On en a discuté rapidement hier et le souci qu'on pourrait reprocher à certaines entreprises, je ne parle pas de la vôtre en l'occurrence, c'est de ne pas avoir obtenu l'agrément avant. Est-ce que vous avez un agrément pour pouvoir lancer ce genre d'appel ou pas? Bon, normalement, si on parle d'agrément, c'est qu'on fait cette activité d'appel, nous, on fait la vente. L'État a vu que cette activité épouse. Ah, s'apparente. Voilà, s'apparente. Okay. Sinon, si c'est de l'épargne publique qu'on devait faire, logiquement, on devait avoir un agrément pour le faire. Mais nous, on fait une vente. Et l'État a réalisé qu'à travers cette vente, cette vente épouse un peu les pratiques un peu de l'appel à l'épargne publique. Faites-moi confiance, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et comme moi, des téléspectateurs ont envie de comprendre. Oui. C'est quoi la différence entre cette fameuse épargne, appel à l'épargne publique et la vente que vous faites? C'est quoi? À quel moment on a l'impression que les deux activités... L'appel à l'épargne publique, en fait, je vais atteindre, à mon avis, je vais atteindre un objectif. Et j'appelle les gens à me donner les moyens pour atteindre l'objectif. Ça, c'est l'appel à l'épargne. Par contre, pour nous, on paye un véhicule
qu'on vend à travers des offres des partenaires. Il y a les offres au thème desquelles le véhicule revient au partenaire et il y a l'offre au thème de laquelle le véhicule ne revient pas au partenaire. Et ces transactions-là, vous les faites, comment dire, de façon avec un grand effort de publicité. Bon, c'est ça aussi qui a amené l'État à affirmer que nous faisons l'appel à l'épargne parce que nous utilisons la publicité, même nos véhicules font la publicité. Mais au début de l'entretien, vous aviez dit qu'il y a dans vos packs, il y a des personnes vous gérez le véhicule de certaines personnes. Oui. Donc seulement les véhicules sont à leur nom, c'est ça? Donc, pour que nous, on gère les véhicules, il faut bien que les véhicules soient à notre nom, puisque c'est notre registre des commerces, notre carte de transporteur qu'on prend pour faire les documents pour que le véhicule soit équipé. Alors vous gérez la flotte. Voilà. Seulement, Par exemple, si vous avez un véhicule, j'ai un véhicule, oui. Vous venez, vous voulez que nous, on fasse la gestion. Il va falloir forcément qu'on fasse la mutation au nom de la société pour que la Donc mon véhicule va vous appartenir? Oui, momentanément. Bon. Jusqu'à ce que le temps sur lequel nous sommes convenus soit épuisé et que vous repreniez vos véhicules. Mais je veux comprendre quelque chose. Là, aujourd'hui, ça veut dire quand quelqu'un doit souscrire, vos offres partent de combien à combien qui équivalent à quel type de véhicule? Le modèle, pour qu'on puisse comprendre. Parce que, avec ce que le gouvernement, lui, il vous reproche, pourquoi il parle d'appel à l'épargne publique? Je prends un exemple simple. On a un véhicule qui, sur le marché, fait 9 millions ou 10 millions de francs CFA. Vous nous dites non, qu'avec 3 millions, tu as accès, ou avec 4 millions, tu as accès à un véhicule, et ce véhicule, c'est nous qui le gérons. Voilà ce qu'on te donne, et au bout de 4 ans, au bout d'un tel nombre d'années, tu auras le véhicule. Mais comment ça se fait dans la mesure où le véhicule, même sur le marché, il coûte 9 millions? Donc, c'est quoi votre offre, en fait? Qu'on comprenne. Les offres telles que je l'ai dit, en train de dire, les offres non intermédiaires, il y a deux types d'offres à ce niveau. Il y a l'offre où il a payé, tel qu'il a dit, lui, il a sa voiture, il nous confie pour que nous, on la gère. Et les revenus sont partagés avec lui. C'est ça. Ça, c'est la première offre. On lui reverse 350 000 francs par mois. Avant, c'était 36 mois, pendant la période de garantie du véhicule. Parce que pour prendre le véhicule, on s'assure d'abord que le véhicule soit neuf. Il faut qu'il soit neuf pour qu'on prenne le véhicule. Et pendant la période de garantie, on lui reverse 350 000 francs par mois. On prend en compte tout ce qui est risque. C'est pourquoi, chez nous, nous avons comment on appelle ça, construit nos garages qui sont ultra équipés et agréés aussi même par les concessionnaires. Nous avons les mécaniciens qui sont formés par les mêmes concessionnaires. Tout ça pour faire en sorte qu'un véhicule qui tombe en panne, qui arrive au garage, les dispositions soient prises pour que ce véhicule-là, dans les heures qui suivent, soit en circulation. Vous optimisez la productivité du véhicule. Voilà. Ça, c'est la première offre. La première offre. La deuxième offre, il s'avère qu'il n'a pas la totalité de payer le véhicule, mais il veut que le véhicule lui revienne plus tard. Il a 5 millions. Alors que le véhicule coûte 7 millions 500. Nous, on ne paye pas les véhicules de 10 millions, 9 millions. Voilà. 7 millions 500. Avant, 7 millions 500. Ça, c'est le véhicule qui n'est pas équipé de taxis. Donc, quand ils donnent 5 millions, nous, c'est le véhicule 7 millions 500, par exemple, qu'on paye. Il faut l'équiper aussi des taxis pour qu'il soit mis en circulation. Donc, cet apport-là est ajouté à la valeur du véhicule payé sur le concessionnaire. Donc, ce qui revient à environ 8 millions 500. Lui, il a donné 5 millions 500. Sur les recettes qu'on se partage, 5 millions. Sur les recettes qu'on se partage, c'est 450 000 francs qu'on se partage. Là, on lui reverse 250 000 francs par mois. Si la période convenue d'accord commun, c'est-à-dire 36 mois, et au terme, le véhicule lui revient. Mais là, Maintenant, il y a l'offre, ça c'est l'offre non intermédiaire. Au regard de ces offres-là, nous avons aussi réalisé qu'il y a des personnes qui veulent être partenaires, mais qui n'ont même pas les moyens pour se payer la moitié même du montant des véhicules, mais qui veulent aussi être partenaires. Et on a pensé à toutes ces personnes-là, cette catégorie de personnes, puisqu'il faut aussi faire du social. On a vu que avec 2 millions, ça concerne l'offre Suzuki Alto. Avec 2 millions qu'il octroie, si les recettes de 450 000 francs, avant on lui donnait 180 000 francs sur 36 mois.
Vous voyez? Mais là, nous, on a 2 millions tout de suite. Si une autre personne vient établir le partenariat sur le même véhicule, on a encore la capacité de lui donner 180 000 francs. 2 fois 180 000 francs, ça va être 360. Il nous restera encore quelque chose pour nous. Cependant, on a 4 millions. Donc vous associez les gens sur le véhicule, en fait? Oui, qu'on peut ajouter pour se payer un autre véhicule. Et les recettes sont partagées avec lui pendant la période de 36 mois. Généralement, dans votre boîte, combien de personnes il vous arrive d'associer sur une voiture, par exemple? 3 personnes pratiquement. Au final, le véhicule va appartenir à vous ou à l'un d'entre eux? Ça nous appartient, le véhicule nous appartient, puisque eux, ils payent ça pour que les revenus soient partagés avec eux. Après vos explications. C'est pour se partager les revenus avec eux. D'accord. Okay. Après vos explications, on est totalement en phase avec le gouvernement de comprendre qu'effectivement, c'est un appel à l'épargne publique. Parce que, oui, c'est un appel à l'épargne publique. Peut-être vous ne le direz pas sur cette forme-là, mais tel qu'expliqué, je pense que le gouvernement, en disant que c'est un appel à l'épargne publique, ne s'est pas trompé du tout. Parce qu'avec ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès aux véhicules, mais qui viennent épargner et qui bénéficient derrière des RSI, on est dans un appel à l'épargne publique. Donc, cette activité-là, se cadre avec ce que le gouvernement a dit. Alors, quand on a fini de dire qu'on est d'accord ou pas, une chose est sûre, le gouvernement prend des mesures, elle a pris une décision. La question pour la suite, c'est comment vous envisagez la suite? Comment vous l'entrevoyez, cette suite? Bon, la suite, c'est que le gouvernement, tel que je l'ai dit, le gouvernement a pris une décision et a décidé de suspendre les nouvelles souscriptions. Mais le gouvernement n'a pas décidé l'arrêt total des activités de notre société. Donc, à travers cette décision, il nous appartient d'organiser notre trésorerie pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, de sorte à ce que nous soyons en bon terme toujours avec nos partenaires. Très bien. Alors, Élisée, justement, je lis sur les pages des réseaux sociaux, à propos d'Élisée, où il y a une nuance, selon M. Jean-Claude Hanot, je sais, ça n'a rien à voir avec moi, qui évoque la question de la différence avec l'épargne. C'est que là, dans le cas d'espèces, on sait à quoi sert l'argent. Parce que dans le cas de l'épargne publique, souvent, on ne sait pas à quoi sert l'argent. Si c'est la banque, par exemple, qui utilise les fonds pour pouvoir faire autre chose. Mais là, dans le cas d'espèces, on sait que les fonds servent à acheter un autre véhicule. Donc c'est peut-être là qu'il y a une forme de nuance. Une chose est sûre, l'État a sévi, l'État a pris des mesures, et vous entendez bien vous conformer aux décisions de l'État. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que l'État a dit, déjà? Qu'ils soient d'accord ou pas, ils sont obligés. Voilà, on est obligé d'accepter. C'est l'État. Et puis, voilà, on est dans un pays où on ne peut pas s'opposer à la décision de l'État. Mais vous pouvez quand même débattre un petit peu de ce que vous pensez être un produit d'épargne ou non. Là, j'ai l'impression, moi, de ce que j'entends, que vous êtes des produits d'investissement. Après, quand on parle de ce que je comprends, de ma logique, quand on parle d'épargne, on parle de l'investissement le moins risqué, normalement. Et pour le coup, le retour sur investissement est sûr. On n'est pas en train d'investir dans des actions ou en bourse où le gain est important et rapide, mais le risque aussi de perdre son capital est important. Est-ce qu'ici, il y a un risque quelconque pour un investisseur de perdre une grosse partie de son capital? Moi, je me dis qu'il n'y a pas de risque parce que tout est basé sur le taxi. Le taxi est assuré. Donc, quand on est confronté à certaines circonstances, soit des incidents, d'accidents, où le véhicule même est en épave, l'assurance nous rembourse. Très bien. Donc, est-ce que l'assurance rembourse tout? L'assurance rembourse tout. Même la MATCA rembourse tout. Oui, on a eu 2 cas comme ça, des véhicules qui ont été déclarés épaves. Et c'est vous qui subissez le coût Oui, l'assurance nous rembourse. On paye encore notre véhicule. C'est quand il y a un accident qu'on signifie aux partenaires par écrit qu'il y a eu un accident et que les paiements seront suspendus peut-être de 2 mois, de sorte à ce qu'on mette un véhicule en circulation encore. Puisque nos paiements sont basés, je le disais, sur les revenus des véhicules. Générés par les taxis. Donc voilà. Très bien. Mais est-ce que ça ne contraste pas avec, je ne dis pas votre société, mais toutes ces sociétés qui disent que même si la voiture est accidentée, on continue de vous payer. Donc est-ce que désormais vous allez arrêter le paiement s'il y a accident? Bien, qu'est-ce qu'on fait? Non, s'il y a accident, Vous, dans votre cas, quand il y a un accident, on arrête les paiements. Non, on signifie aux partenaires qu'il y a eu un cas d'accident
et que... Le temps qu'on ait Voilà. un gros véhicule à Un disposition. véhicule, on peut définir le temps même sur peut-être 1 mois, 2 mois maximum. Et on met un véhicule en circulation de sorte à ce que les paiements continuent. Très bien. Et Alors, le temps sur lequel nous sommes convenus, ce temps-là, les 2 mois de non-paiement sont ajoutés sur le temps. Voilà. Oui, Sur Les lequel 2 ils sont mois convenus. où il n'a pas perçu d'argent, Oui, sont après ça, ajoutés. on Voilà. ajoute ça Ils dessus. sont ajoutés, oui. très bien. D'accord. Alors moi, j'ai une dernière question, hein, monsieur Doga. Vous êtes toujours en négociation, en discussion avec l'État? Ou c'était une décision, on a fini, vous passez à autre chose? Bon, l'État même a dit dans son verdict que la décision n'est pas négociable, que les souscriptions là soient arrêtées et cette décision n'est pas négociable. Dès lors que ça a été dit, on ne peut que se conformer à ce que l'État a dit. Voilà, donc et là, on prend des dispositions pour organiser notre trésorerie, notre plan de trésorerie. Et Je vais vous rassurer vos respecter- souscripteurs pour dire Voilà. que vous êtes en train de prendre à disposition. Voilà. Les engagements seront Donc tenus. aujourd'hui, vous êtes devenu gestionnaire de flotte. Oui, gestionnaire des flottes, nous sommes aussi transporteurs. Voilà, c'est pourquoi on a un agrément de transport. Très bien. Des transporteurs. Nous sommes transporteurs. Ça, c'est le côté taxi, mais en dehors de ça, il y a d'autres choses qu'on fait dans le transport. Oui, KDS Holding Voilà. détient plusieurs. Vous rassurez aujourd'hui, vous rassurez devant les caméras vos souscripteurs. Vous pensez avoir trouvé les solutions pour pouvoir faire face à la crise que vous traversez en ce moment? Oui, effectivement, nous caméra, là. rassurons nos populations, nos partenaires, de ce que cette loi que l'État a prise, comme je le disais, elle n'est pas rétroactive. Nous avons des engagements qu'on a établis à travers des conventions avec eux. Et maintenant, nous allons prendre des dispositions pour mieux organiser notre trésorerie pour que les jours qui viennent, nous parvenions à honorer nos engagements vis-à-vis d'eux. Très bien. Parole de M. Doga Kofo-Sévérin, président directeur général de KDS Transport. Vous êtes PDG de KDS Holding. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Sarah, merci Daouda. Merci Élisée, merci à vous téléspectateurs Merci de nous beaucoup. avoir regardé Merci. chez vous. Merci Merci aussi. Isabelle aussi. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.